Vous êtes bienvenue chez Oxfam en tout cas. Donc, comme vous le savez, ce soir, on va parler d'un sujet particulièrement d'actualité, le sujet du vaccin contre le Covid. On a un beau panel que je vais vous présenter dans une ou deux minutes. Et on aura un petit temps à la fin d'échange où vous aurez l'occasion de poser vos questions. Et si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas, vous avez une petite box Q et R, questions et réponses, où vous pouvez poser vos questions et qu'on pourra du coup répondre à la fin ou répondre pendant les discussions si nécessaire. Donc on va attendre encore une minute pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Nous sommes déjà une petite vingtaine, ce qui n'est pas mal pour un mercredi soir. Comme vous pouvez le voir ce soir, on a un panel 100% féminin, ce qui est une très bonne chose. On a besoin de mettre plus en avant les expertes. Donc, on est content d'avoir ce panel 100% féminin pour nous éclairer un peu plus sur ce sujet du vaccin, où depuis quelques semaines, on a de plus en plus de nouvelles qui tombent. Et parfois, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc, ce sera aussi l'idée de cette discussion ce soir, pouvoir vous donner des éléments de décryptage pour mieux comprendre effectivement le sujet du vaccin. Où est-ce qu'on en est quels sont les obstacles à venir dans les prochains mois. Écoutez, on va commencer doucement. Je vais du coup présenter notre panel, nos panélistes, à commencer du coup par Julia Erez Garcia, qui est chargée de plaidoyer chez Oxfam France sur les questions de santé mondiale et d'égalité de genre. Nous avons aussi Stéphanie Tiombiano, spécialiste de la lutte contre les sida, maîtresse de conférences associée à Paris 1 et coordinatrice du think tank Santé mondiale 2030. Nathalie Arnoux, qui est responsable de plaidoyer régional pour la campagne pour l'accès aux médicaments de Médecins sans frontières et co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et nous avons aussi une intervenante internationale, Julie Stindam de Belgique, qui est coordinatrice européenne de l'initiative citoyenne européenne qu'elle nous présentera en fin de panel. Merci à vous, mesdames. On est du coup ravis de vous avoir. Oxfam, depuis plusieurs mois, du coup, et suit le dossier du vaccin contre la Covid. Pourquoi c'est important pour Oxfam? Parce que nous nous rendons compte ces derniers mois que l'enjeu du vaccin et l'accès au vaccin est un enjeu aussi de justice. En mois de septembre, Oxfam alertait déjà que plus de la moitié des futures doses de vaccins étaient déjà monopolisées par une petite minorité de pays riches qui représentent à peine 13% de la population mondiale. Et ceci, c'est du coup au cœur du mandat d'Oxfam, effectivement, de travailler et de faire campagne pour la justice sociale et s'assurer que du coup, les futurs vaccins ne seront pas le monopole d'une petite minorité. C'est ce que nous allons parler ce soir. Et sans plus attendre, du coup, je vais donner la parole à Julia pour que tu nous expliques un petit peu sur du coup où est-ce qu'on en est sur le dossier du vaccin. Beaucoup d'informations ces dernières semaines. Et voilà, dis-nous un peu pour que nos spectateurs et spectatrices puissent comprendre où est-ce qu'on en est. Ouais, alors bonsoir tout le monde et merci d'être là nombreux et nombreuses, ça fait plaisir sur un enjeu aussi central et un peu compliqué, il faut l'avouer. Donc je vais essayer d'être synthétique et assez pédagogique et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser dans du coup la chatbox qui est dédiée à cet effet.
Donc, il faut savoir qu'à ce jour, il y a environ une centaine de vaccins qui sont en cours de développement. Sur cette centaine de vaccins, il y en a une cinquantaine qui sont en cours d'essais cliniques, c'est-à-dire qu'ils sont d'ores et déjà testés en fait sur les êtres humains, et une dizaine qui sont en phase d'essais cliniques 3, c'est-à-dire en phase finale d'essais cliniques avant de demander les demandes d'autorisation de mise sur le marché, en vertu ou pas, enfin, si leur efficacité est avérée. Vous êtes sûrement pas sans savoir que entre cette semaine et la semaine dernière, il y a eu des annonces un peu fracassantes de 2 laboratoires, ou plutôt de 2 alliances de laboratoires qui ont en fait mis en avant des résultats préliminaires de leur phase 3 d'essai, qui mettaient en avant que leur vaccin était efficace à un taux supérieur à 90%. Donc il s'agit des laboratoires Pfizer et BioNTech d'un côté, et de l'autre côté du laboratoire Moderna. Et donc, en fait, on s'attend en fait, dans les semaines, mois à venir à avoir une succession d'annonces de ce type. Et en fait, les choses s'accélèrent énormément en ce moment. Et comme le disait Robin tout à l'heure, il y a quelques minutes, en fait, l'enjeu qui va se poser et qui est central actuellement, c'est de savoir qui aura accès à ce vaccin. Et dans le monde, en fait, en France, en Europe, mais dans l'ensemble des pays du monde, pays développés comme pays en développement, et de surtout prendre en compte que le fait que ce vaccin doit être accessible en fait, selon pour les populations qui ont le plus besoin, donc qui ont été en fait désignées par l'OMS, qui en fait, les populations prioritaires sont les 20%, 20% de la population mondiale, qui correspond en fait aux personnels soignants qui sont en première ligne, aux personnes âgées et aussi aux personnes qui ont des risques de comorbidité. Voilà. Et concrètement, justement pour garantir cet accès universel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination pour accéder à ce vaccin, c'est quoi les problématiques à l'heure actuelle? C'est quoi les obstacles sur lesquels il faut être attentif dans les prochains mois, alors que les grands laboratoires commencent à préparer des futures mises sur le marché? Ce qu'on voit actuellement et la problématique centrale, c'est qu'en fait, les doses, en fait, au vu des capacités de production actuelles, ces capacités ont été captées en fait par les États riches. Il y a une grande majorité des doses qui ont d'ores et déjà été préachetées en fait par les États riches et par l'Union européenne en tête, mais également côté des États-Unis. Pour vous donner des exemples un petit peu rapides, l'Union européenne actuellement, elle a déjà signé 5 contrats avec des laboratoires pharmaceutiques pour préacheter des doses à hauteur de plus de 1,8 milliard de doses, en fait, ce qui correspond qui permettrait à l'Union européenne de vacciner 2 fois sa population totale, l'ensemble de sa population. Donc, en fait, ça, c'est l'enjeu central, c'est de dire qu'au vu des capacités de production actuelles, celles-ci sont insuffisantes pour permettre à l'ensemble de la population mondiale et surtout des populations prioritaires, on le redit bien, de pouvoir être vaccinées. Donc parce qu'en fait, il y a eu d'un côté en fait les États qui se sont très vite engagés dans cette course au vaccin pour sécuriser les vaccins pour leur population nationale, même si en parallèle il y a eu des efforts au niveau multilatéral, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé qui ont vu le jour également. Donc il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle ACTA, qui en fait avait pour but de favoriser l'accès aux outils de réponse au Covid, donc que ce soit le vaccin, que ce soit les traitements et les diagnostics, et qui avait cette logique, qui a cette logique solidaire de dire on est tous et toutes embarqués dans la même problématique, il faut y répondre collectivement. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de permettre aux États riches de préacheter des doses de vaccins en vue de donner des garanties à l'industrie pharmaceutique pour après que celle-ci soit incitée à augmenter sa capacité de production pour que les pays en développement, les pays à faible et revenus intermédiaires puissent également avoir accès aux doses vaccinales et qu'en fait, il y ait une réponse qui soit collective, organisée et solidaire. Ce qu'on constate actuellement, c'est que ces doses, en fait, ont été capturées dans le cadre de contrats bilatéraux en dehors de tout effort multilatéral, ce qui empêche, en fait, d'avoir une réponse organisée et solidaire. Et donc, ce qui empêche les États à revenus faibles et intermédiaires, pour le moment, de pouvoir sécuriser leur propre approvisionnement en vaccins. Donc, les obstacles principaux, ce sont ceux-ci. C'est le fait qu'en l'absence d'une production suffisante, parce que les laboratoires pharmaceutiques qui développent les vaccins n'ont pas les capacités techniques suffisantes pour produire les vaccins, de pouvoir le rendre accessible à tous et à toutes. Et notamment, en fait, si ces laboratoires pharmaceutiques continuent à détenir la propriété intellectuelle sur les vaccins et à également ne pas partager les technologies
qui sont nécessaires et qui ont besoin d'être maîtrisés par les autres pays pour pouvoir produire le vaccin, on se retrouvera dans une situation où la production restera insuffisante. Un autre obstacle qui est majeur aussi, c'est celui du prix du vaccin. Notamment, il y a des vaccins, tels celui de Pfizer, qui ont annoncé des prix qui nous paraissent exorbitants de l'ordre de 20 $ la dose, tout en sachant qu'il faudrait en fait 2 doses, donc c'est-à-dire 40 $ pour pouvoir vacciner une seule population. À ce prix-là, il y a un très grand nombre, la majorité de la population qui ne pourra pas être vaccinée. Donc nous, on est très vigilants sur cette question du prix du vaccin. Et combien devrait coûter une dose à prix coûtant? Est-ce qu'on a des estimations? Il y a des estimations qui montrent qu'un prix pouvant être fixé à 2 $ la dose est une réalité qui est possible, surtout au vu de tous les investissements publics qui ont été engagés en vue de la production des vaccins. Donc 2 $, Pfizer 20 $ pour une dose, donc on parle de marge énorme. De l'ordre de 60 à 80%, oui. Voilà, ce qui permettrait à Pfizer, si elle vend toute sa production sur l'année 2021, en fait, de réaliser un profit de l'ordre de 13 milliards de dollars. Voilà. Un autre obstacle qui est majeur et qui est plus là du côté de la distribution, c'est celui, en fait, parce que donc, une fois que les vaccins seront produits, il faut qu'ils soient acheminés et distribués aux populations. Et sur ces côtés-là, il y a aussi des obstacles en termes d'infrastructure et en termes de maîtrise de certaines technologies, notamment de la chaîne du froid, qui est important pour les vaccins, et de permettre à des pays qui ne disposent pas forcément de ces infrastructures et de ces compétences de pouvoir les acquérir également. Donc ça, au niveau de la distribution, c'est aussi un obstacle majeur qu'on met en avant. Mais face à ces obstacles, il y a des solutions. Et en fait, la première, selon nous, elle passe par justement ce contrôle citoyen, en fait, qui doit être exercé par les citoyens et les citoyennes pour plus de transparence, pour plus de redevabilité, parce qu'en fait, c'est de l'argent public qui a été investi pour produire les vaccins, pour les développer. Et donc, les citoyens et citoyennes ont un droit de regard, ça concerne leur santé publique. Les citoyens ont un droit de regard sur le fait de savoir si les États, dans leurs négociations avec les pharma, ont imposé des conditions aux entreprises pharmaceutiques, en termes d'accessibilité, en termes de fixation des prix, et de savoir si ces conditionnalités n'existent pas, il faut qu'il y en ait. Les citoyens et citoyennes ont aussi un droit de regard sur les questions de prix, donc savoir quels sont les coûts de la production, quels sont les coûts de la recherche, quels sont les montants qui ont été investis par les États en vue de produire les vaccins et de les développer et de les produire, et que tous ces coûts soient pris en compte pour fixer les prix. Donc ça, Parce qu'à l'heure actuelle, ce que tu nous dis, c'est qu'on a une opacité sur les négociations entre les gouvernements et les entreprises pharmaceutiques. Que tout ça n'est pas très clair, il n'y a pas beaucoup de transparence à l'heure actuelle. Totalement. C'est très difficile d'obtenir des informations, notamment au niveau de ce qui est négocié au niveau européen, en termes de conditionnalité, en termes de quels sont les coûts de production réels, quelles sont les enveloppes qui ont été investies par les États dans la production. C'est vraiment très peu transparent, effectivement. Et un dernier critère de transparence sur lequel nous, on insiste énormément, c'est bien sûr, en ce qui concerne la sûreté du vaccin et d'avoir cette visibilité sur les essais cliniques qui permettent en fait de générer aussi de la confiance dans les populations pour accepter de se faire vacciner et d'avoir cette assurance en fait que le vaccin ne créera pas d'effets adverses en termes de santé publique. Donc ça, c'est un élément pour nous qui est central aussi. Et enfin, pour finir, un obstacle qui devrait être levé et qui peut l'être, c'est celui de la propriété intellectuelle et aussi du partage de la propriété intellectuelle, mais aussi des technologies qui permettront au plus de producteurs dans le plus de pays de pouvoir produire le vaccin. Voilà, c'est un panorama un peu... On a une première question qui, du coup, est en lien avec ta présentation, donc je te la pose dès maintenant, ouais. Julien. Antonin qui nous demande, est-ce qu'il y a une compétitivité à l'heure actuelle dans la recherche autour du vaccin et notamment quels sont les acteurs en termes d'entreprises pharmaceutiques qui sont dans cette course? Donc, bien sûr, ouais, la recherche du vaccin se fait dans un contexte compétitif très élevé, en fait. Merci à toi, Antonin, pour la question. Et donc, il y a vraiment, je parlais au début de ma présentation d'une centaine à peu près de vaccins en cours de développement. Donc, c'est pas une centaine de vaccins en cours de développement, une centaine de laboratoires. Il y a des laboratoires qui s'allient en fait pour produire un vaccin. Donc, par exemple, en France, on a Sanofi qui s'est allié avec GSK, qui est une firme britannique. Il y a cette alliance entre Pfizer et BioNTech.
Donc, BioNTech, c'est une firme allemande et Pfizer, une firme américaine. Il y a énormément de big pharma qui sont américaines parce que c'est la réalité du secteur. Mais oui, il y a énormément de pharma impliqués et dans un contexte très compétitif, effectivement. Très bien. Donc, si je dois résumer, on est face à une pandémie donc, qui nous touche tous, où le sujet du vaccin sera un élément fondamental pour sortir de cette crise. Des millions, pour ne pas dire des milliards d'euros d'argent public sont déversés en ce moment sur les entreprises pharmaceutiques pour aider à la recherche autour de ce vaccin. Des contrats signés de manière bilatérale sans beaucoup de coopération au niveau à l'échelle mondiale et sans beaucoup de transparence et du coup qui interroge sur l'avenir en termes d'accès pour tous et pour toutes et pas juste du coup pour certains pays qui à l'heure actuelle ont les moyens de pouvoir y accéder. Stéphanie, je me tourne vers toi. Cette situation, toi qui as suivi pendant de nombreuses années les combats des mouvements de lutte contre le VIH et le sida, cette situation, est-ce que ça résonne particulièrement pour toi par rapport à ce qui a pu être vécu pendant les 6 dernières décennies sur les combats contre le sida? Alors, je pense effectivement, merci Robin pour cette question, je pense effectivement qu'il y a des choses qui font écho et puis il y a aussi des choses qui sont différentes quand même dans les deux contextes. Donc, ce qui fait écho évidemment, c'est le fait qu'on est confronté aujourd'hui à des besoins de tests, de traitements et de vaccins qui sont universels, alors que, comme le disait Julia, les moyens financiers sont concentrés dans les pays les plus riches. Et là, pour le coup, c'était exactement aussi ce qui se passait dans le cas de la lutte contre le sida. Ce qui fait écho, c'est le fait que finalement l'accès au traitement et au vaccin va se jouer au niveau international et que du coup c'est vraiment à cette échelle-là en fait que la société civile et les citoyens doivent agir dans ce qu'on appelle maintenant la santé mondiale. Donc je pense que c'est important d'insister sur ce point en fait, c'est que l'accès aux antirétroviraux par exemple, typiquement, il s'est joué évidemment sur les scènes nationales, au Brésil pour les Brésiliens, en Afrique du Sud pour les Sud-Africains, avec tous les militants européens et français d'ACT UP, d'aide de SIDAction en France, ou tous les militants africains, et je pense notamment aux associations du coup en Afrique de l'Ouest, par exemple, que je connais bien. Mais il s'est joué aussi au niveau international, et dans les grandes enceintes que sont typiquement l'Assemblée générale des Nations Unies, l'OMC, etc. Donc je pense qu'une des leçons qu'on peut tirer de la lutte contre le sida, justement, c'est de négocier ou de penser cette crise à l'échelle globale, justement, à l'échelle internationale, et ça change la donne. Ensuite, dans ce qui fait écho aussi, il y a le fait que certaines populations vont être plus touchées que d'autres, justement, par le virus. Donc, dans le cas du VIH, typiquement, c'était les minorités sexuelles, les usagers de drogue, les professionnels du sexe, typiquement. Ici, avec la Covid, on a les personnes âgées, les personnes qui présentent des polypathologies ou aussi des plus précaires. Donc, effectivement, on a cette dimension, justement, d'une maladie qui ne touche pas de la même façon toutes les populations. Et ça, pour le coup, ça se retrouve typiquement dans les deux crises. Maintenant, là où on a des différences et où, à mon avis, ça joue sur la mobilisation citoyenne, c'est que les deux virus n'ont pas la même distribution géographique, en tout cas à l'heure actuelle. Donc, c'est sûr qu'au moment de l'émergence des trithérapies pour le VIH, ceux qui avaient besoin de traitement étaient essentiellement au sud, à 80% d'entre eux, dans les pays les plus pauvres, alors qu'avec la Covid, la majorité des patients à l'heure actuelle, en tout cas qui auraient besoin d'un traitement de manière urgente, vivent au nord et dans les pays à haut revenu. Donc du coup, ça change un petit peu, ça modifie, on va dire, la logique. Et puis aussi, autre différence importante à mon sens, c'est que contrairement au VIH, les outils de la réponse à la Covid ont été développés très rapidement. On a eu un test de dépistage en quelques mois, les essais thérapeutiques ont démarré très rapidement, on parle maintenant d'un accès possible à un vaccin quasiment 1 an après le démarrage de l'épidémie. Bon, il faut tout de même se rappeler que pour le VIH et pour les trithérapies, typiquement, on a dû attendre 15 ans entre les premiers cas de personnes atteintes au début des années 80 et puis les trithérapies, les premières trithérapies, c'était en 1996. Donc du coup, la configuration n'est pas exactement la même et du coup, les conditions, je pense aussi, de mobilisation internationale sont aussi différentes et nécessitent pour le coup d'aller extrêmement vite et de s'organiser
extrêmement rapidement pour la Covid. Donc, ce que tu veux dire, c'est que notamment la configuration très différente, parce que là, on est sur une maladie, une épidémie qui touche notamment le monde occidental riche, et que les débuts du sida, c'était au contraire d'autres personnes, d'autres populations qui étaient victimes, et que du coup, la prise de conscience politique a été beaucoup plus longue dans les mouvements sida. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est très différent dans dans la dynamique actuelle. Et sur plus spécifiquement sur les mouvements SIDA, les associatifs, etc., particulièrement au Sud, quelles expériences on peut tirer de pratiquement maintenant 40 ans de combat contre le sida, qui peut du coup nous alimenter aujourd'hui notre mouvement citoyen sur la question des vaccins contre la Covid. Je pense qu'on peut par exemple retenir en fait trois grands éléments qui sont un peu spécifiques de la lutte contre le sida, en fait, qui peuvent du coup aussi nous inspirer aujourd'hui. Le premier élément qui est particulier à la lutte contre le sida, à mon sens, c'est tout ce qui concernait l'implication des personnes séropositives elles-mêmes dans la mobilisation citoyenne. Et ça, pour le coup, ça a vraiment donné, je pense, une énergie énorme, un impact, une légitimité, puis un sentiment d'urgence aussi à la lutte. Donc, d'une certaine façon, ça a été un moteur évident. Et je pense que pour le coup, on voit que dans la crise actuelle, les associations de patients, les associations d'usagers, etc., des systèmes de santé sont très peu présents, finalement, sont un peu les grands oubliés de la crise. C'est par exemple notable de voir que, par exemple, au sein du Conseil scientifique français, typiquement, et malgré le fait que Jean-François Delfrécy en ait parlé à plusieurs reprises, on n'a pas de représentants des associations de patients. Donc ça, je pense que ce côté de la représentation des associations de patients et de l'implication des personnes directement touchées, c'est quelque chose aussi qui est un peu spécifique de la lutte contre le sida et qui peut nous faire réfléchir. Une deuxième particularité importante, à mon avis, c'est le fait que dans la lutte contre le VIH-Sida, les militants et les citoyens, mais surtout les militants, les activistes, ont acquis des compétences techniques qui étaient très importantes. Donc, on a évidemment la figure du patient expert, typiquement, qui était capable de maîtriser les questions médicales, de discuter quasiment d'égal à égal en termes de connaissances avec les médecins sur les conditions de réalisation des essais thérapeutiques typiquement, qui étaient capables de maîtriser les différentes molécules, etc. On a eu aussi toute une série d'activistes qui sont devenus des experts pour le coup des accords internationaux en matière de propriété intellectuelle, etc. et qui ont justement été capables de déconstruire des argumentaires juridiques. Et pour le coup, je pense que ce savoir-faire en fait, de la lutte contre le VIH-Sida et cette capacité du coup, en gros, à se mêler de ce qui ne nous regarde pas en théorie et du coup vraiment d'apprendre et de maîtriser des compétences très techniques, y compris sur les accords ATPIC, etc. C'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant, je pense, pour la lutte aujourd'hui dans l'accès aux produits liés à la Covid, au sens où ce savoir-faire, il existe aujourd'hui, en fait, et du coup, on peut remobiliser en fait, des compétences qui avaient été acquises dans le cadre de la lutte contre le sida pour avoir un meilleur accès aux produits liés au Covid. Et puis aussi, la troisième particularité, à mon avis, c'est la capacité typiquement de la mobilisation citoyenne à mobiliser les médias en matière de lutte contre le VIH-Sida. Ça a été extrêmement important. Ça, le fait d'organiser des opérations symboliques qui pouvaient marquer les esprits, des slogans qui faisaient mouche, des pétitions, etc. Donc en gros, à gagner le cœur de l'opinion publique finalement pour mettre la pression sur les décideurs par ce levier-là. Et ça, je pense que c'est aussi un des ressorts très importants sur lesquels il faudrait jouer davantage. Voilà, il y a eu tout ce qui concernait par exemple la dénonciation des profits des laboratoires pharmaceutiques, je pense, en soulignant du coup les marges des laboratoires, exactement comme ce que Julia vient de faire. Là, pour le coup, là où c'est différent à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, les populations du Nord, elles ont le sentiment en fait qu'elles-mêmes doivent être soignées ou avoir accès en gros au traitement avant de penser aux pays du Sud, entre guillemets. Alors que du coup, la configuration était différente à l'époque, puisque dans la lutte contre le VIH-Sida, en gros, on avait déjà un accès aux trithérapies dans les pays du Nord, et puis une difficulté du coup à avoir accès dans les pays du Sud. Donc je pense que là, la configuration, elle est très différente, avec cette forme de compétition, on va dire, internationale dans la crise Covid qui n'existait pas exactement de cette façon-là
au moment de la lutte contre le sida. Voilà. Après, bon, les victoires qui ont été obtenues quand même de cette mobilisation citoyenne et associative, elles ont été évidemment nombreuses. Il y a eu notamment la création de toutes les flexibilités des accords ADPIC pour que les pays du Sud puissent avoir accès à des génériques. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment aussi, je dirais, gagné en grande partie par la société civile, par les militants, par les citoyens de manière globale. Il y a eu toutes les victoires liées à la gratuité progressive du dépistage, des traitements antirétroviraux, du suivi biologique, etc., des patients, notamment dans les pays du Sud. J'ai vu d'ailleurs que dans la liste des gens qui sont présents, là, j'ai reconnu Alice Oumuntera qui fait typiquement partie de ces acteurs justement qui se sont battus pour la gratuité des produits de santé liés au VIH dans les pays du Sud. Ça a été aussi la création de plusieurs taxes pour financer typiquement l'accès au traitement ou le développement de nouveaux produits de santé. Donc là, je pense à des taxes du type des taxes sur les transactions financières, des taxes sur les billets d'avion, etc. Voilà, donc bon, la route est encore longue, il y a encore des choses à gagner, des choses à obtenir. Voilà, sur des traitements plus efficaces, des traitements pour les enfants, la prise en charge des maladies opportunistes, etc. Tout n'est pas encore gagné, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de victoires quand même importantes obtenues, notamment grâce aux mobilisations citoyennes. Et donc un militantisme, une histoire riche, beaucoup de choses du coup en tout cas à réfléchir pour aujourd'hui sur le contexte du Covid. Et c'est bien de le mentionner, le combat contre le sida n'est pas terminé et c'est toujours bon de le rappeler. Du coup, ce soir, c'est effectivement, on veut prendre un moment pour réfléchir sur des combats sur la question d'accès aux médicaments, aux vaccins qui ont eu lieu dans le passé pour réfléchir sur les combats futurs. Et le combat contre le sida, c'est 40 ans de combat. Maintenant, je me tourne vers Nathalie sur un combat un peu plus récent qui, je pense, est loin d'être fini aussi. Et sur une autre maladie qui touche aussi des millions de personnes, la pneumonie. Et je pense qu'on peut en tirer aussi des leçons assez intéressantes, notamment dans le rapport avec les laboratoires pharmaceutiques. Nathalie, toi, tu travailles chez Médecins sans frontières, MSF, et notamment sur les questions d'accès aux médicaments. Et on sait que ces dernières années, chez MSF, vous avez fortement travaillé, vous avez fait campagne envers principalement 2 laboratoires pharmaceutiques sur la question de la pneumonie, dont Pfizer, que Julien a mentionné en introduction, et qui est une des grandes entreprises pharmaceutiques qui aurait avancé particulièrement fortement sur ses recherches sur le vaccin contre le Covid. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette campagne? Quels sont les enjeux autour des traitements ou des vaccins contre la pneumonie? Et dans quelle configuration vous êtes retrouvé par rapport à des entreprises pharmaceutiques comme Pfizer ou GSK? Super, merci beaucoup. Et puis merci, merci d'avoir organisé ce temps d'échange. Et puis merci à tous ceux qui sont là présents dans la conférence. Alors, effectivement, donc nous, on a travaillé beaucoup sur le vaccin contre les maladies à pneumocoque, donc représenté par 2 laboratoires. Donc, c'était vite vu. On avait Pfizer et GSK à l'époque. Ce qui est important peut-être, et je pense que je vais prendre un peu le contre-pied du coup de la lutte contre le sida, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des points communs aussi. C'est un combat qui s'est fait sur le temps long, mais dans un contexte assez différent parce que sur la logique de l'accès au vaccin, il y avait assez peu de gens qui étaient intéressés et même des organisations de la société civile. On n'a pas cette logique de groupe de patients qui se sont battus pour avoir accès à un traitement. Et donc, nous, quand on a commencé nos campagnes sur l'accès à ces vaccins, on était un petit peu seuls. Il y a des organisations de la société civile qui se sont mises à travailler sur le sujet.
beaucoup liés au partenariat public-privé qui s'appelle Gavi et qu'on retrouve aujourd'hui dans la facilité COVAX. Beaucoup d'organisations finalement qui avaient assez peu de connaissances. On en parlait tout à l'heure par rapport au sida, hein, assez peu de connaissances sur le sujet, mais dont l'objet était plutôt de mobiliser des ressources financières pour la mise à l'agenda et de ce vaccin dans les programmes de santé nationaux. Et donc, on s'est retrouvé quand même avec beaucoup plus d'organisations qui focalisaient leur énergie sur la mobilisation des ressources nationales, donc dans les pays, pour financer en fait la contrepartie financière qui était nécessaire pour avoir accès à ce vaccin. Donc, je pense que ça a été une difficulté un petit peu au début en fait de ce travail-là. On était un peu en terre aride, j'ai envie de dire. Par contre, on a été extrêmement motivés, nous, Médecins sans frontières, et on a trouvé des alliés auprès des États, d'ailleurs, parce que l'accès à ce vaccin était extrêmement important. Vous l'avez mentionné, c'était ça représente un tiers de la mortalité infantile, et les acteurs de santé, y compris MSF, mais pas uniquement, étaient dans l'incapacité en fait d'avoir accès à ce vaccin. Et là, je vais apporter une petite nuance, parce que oui, on a bien sûr, je vais revenir sur le combat vis-à-vis des laboratoires. Mais ce qui était important, c'est que contrairement au Fonds mondial qui a favorisé un accès, Gavi, lui, rationnait l'accès à ces vaccins-là en créant en fait des sous-standards qui sont des sous-standards d'accès à ces vaccins et de stratégies de vaccination qui sont édictés par l'organe normatif qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, c'était un premier point. Donc nous, dans notre combat, on avait ce mécanisme-là qui jouait un peu le jeu des laboratoires d'une certaine façon, pour la faire un peu courte, des prix élevés. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, sur lesquels nous-mêmes, Médecins sans frontières, quand bien même on a une capacité financière relativement importante, on ne pouvait pas avoir accès à ces vaccins pour justement vacciner tous les enfants qui ne l'étaient pas dans les pays dans lesquels on travaillait. De combien on parlait le prix des vaccins quand vous avez commencé la campagne ? Nous, quand on a voulu acheter des vaccins pour justement compenser à ce que Gavi ne voulait pas nous fournir, entre guillemets, on a eu des cotations à $60. D'accord ? Pour une dose de vaccin, et quand vous savez qu'il faut 3 doses pour… pardon, $60, oui, par dose de vaccin. Et donc, c'était inabordable quand on sait que le prix de ce vaccin-là, on va dire par le biais du mécanisme Gavi, qui est un mécanisme de subvention, et je pense que c'est important de revenir là-dessus, était facturé 20 cents par dose, 20 centimes en gros, hein, par dose au pays, et donc pas gratuit déjà, ce qui a créé d'ailleurs des déplacements financiers assez importants au sein des pays. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Ensuite, nous, on a travaillé dans un temps long, parce que c'est un peu comme pour la lutte contre le sida, dont on faisait partie aussi. Lutter pour avoir accès à des produits de santé, ça s'inscrit dans le temps long, parce qu'en face de nous, on a des forces colossales. L'industrie pharmaceutique, c'est des milliards de dollars, c'est plus puissant que les États, et on pourra y revenir. Et il y a un enjeu pour eux de contrôle des savoirs, des savoirs, de la connaissance. On a parlé donc de la propriété intellectuelle, et aussi un contrôle des prix. Et donc, lutter, et ce sont des structures qui répondent beaucoup plus aujourd'hui à leurs actionnaires qu'en fait à des logiques de santé publique. Donc on a, je pense, aussi un peu une distorsion de l'objet social même en fait de ces compagnies, et pouvoir lutter d'une certaine façon, réussir à faire baisser les prix ou réussir à améliorer un accès, ça demande une énergie, mais absolument colossale. Et donc, nous, on sait que dans notre lutte, en tout cas pour faire baisser le prix, mais on reviendra peut-être un peu sur les succès, mais ça a vraiment été un élément important. Pas de société civile, des forces à l'œuvre très importantes, et en fait un mécanisme, un partenariat public-privé qui finalement faisait un petit peu le jeu aussi du rationnement à l'accès à ces produits. Et donc, pour réussir, nous, finalement à améliorer l'accès à ce vaccin, on
j'ai dit, on a déployé une énergie colossale, on pourra revenir, mais on a fait beaucoup de campaigning, etc. On a beaucoup travaillé avec les organisations de la société civile aussi pour partager cette connaissance dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est important de comprendre les enjeux dans la nuance, en fait, hein, de ce qui se passait. Donc, on a beaucoup fait ce travail. On a fait des campagnes de mobilisation de tout un tas de groupes de la société civile. Quand je dis tout un tas, ce n'est pas du tout péjoratif, mais des gens des pédiatres, des gens qui étaient des médecins dans certains pays. Et on a aussi beaucoup travaillé avec les pays. Parce que la réalité de ce qui se passait, et je pense que c'était vrai à l'époque du sida, mais ça se disait moins parce que c'est difficile de reconnaître qu'il y a une maladie dans un pays quand on ne peut pas se permettre de se payer en fait ces traitements-là. C'était nous dans cette lutte pour la baisse du prix du vaccin pneumocoque, on a beaucoup travaillé avec les pays, on a beaucoup échangé avec eux, on a ancré en fait tout notre discours dans une réalité qu'on a bien comprise et qui était à l'œuvre dans les pays. Et d'ailleurs, on a eu des pays qui ont soutenu, on a vu quand il y a une résolution qui a été proposée à l'Assemblée mondiale de la santé pour justement soulever cette problématique du prix, on a vu comme jamais, on n'avait jamais vu ça à l'Assemblée mondiale de la santé, des pays prendre la parole les uns après les autres, se positionner pour que cette résolution soit adoptée en plénière, et on a vu en face les pays qui ont une industrie pharmaceutique importante se dresser contre cette résolution, à tel point qu'on avait d'un côté une centaine de pays qui prenaient la parole et de l'autre côté une petite poignée de pays qui résistaient à l'adoption de cette résolution qui, je le rappelle, en plus n'était pas contraignante. Mais c'était symbolique du rapport de force qui était à l'œuvre. C'était vraiment symptomatique, j'ai envie de dire, des enjeux pour les uns et pour les autres. Et finalement, après des allers-retours incessants en sous-groupe pour rediscuter les éléments de langage de cette résolution, à chaque fois qu'elle revenait sur le tapis, plus de pays prenaient la parole. Elle a finalement été adoptée. Et à l'époque, c'est Margaret Chan qui a dit, écoutez, finalement, il y a un consensus, il faut adopter cette résolution, et c'est comme ça qu'elle a été adoptée. Mais c'était le rapport de force était vraiment absolument incroyable dans cette lutte-là. Ce que tu nous dis, c'est que ton sentiment, c'était notamment beaucoup une lutte société civile, malade, ouais. avec les entreprises pharmaceutiques, mais aussi pays du Nord et pays du Sud, sur une maladie qui affectait, et notamment en termes d'accès au traitement, qui affectait de manière très différenciée si on était dans un pays riche ou si on était dans un pays plus pauvre, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et je pense qu'après, dans le travail qu'on a fait aussi, il a fallu rendre le problème visible. Ce problème d'accès, avoir accès au vaccin, c'était pas, en tout cas au vaccin contre la pneumonie, c'était pas une problématique très visible. Donc, on a beaucoup travaillé, nous, avec les pays, à mettre en évidence des cas, des cas de situation, hein, avec la Jordanie, au Soudan, dans différents types de configurations. Et on a beaucoup publié sur les prix, sur les stratégies de prix pratiquées par l'industrie. On a même mis en place un kit de négociation pour les pays pour essayer, ce que disait Julia tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de transparence sur la logique de fixation des prix, en fait. Et donc ça a été un axe de travail assez important, c'était de dire et de montrer que l'industrie pharmaceutique souvent dit, moi je vais fixer mon prix, c'est-à-dire si vous êtes un pays riche, vous payez plus cher, si vous êtes un pays pauvre, vous paierez moins cher. Et en l'occurrence, quand nous on a commencé à analyser ça, on s'est rendu compte que pas du tout. Il y avait des pays à revenus intermédiaires qui payaient plus cher que des pays riches. Et donc, cette logique-là n'était pas à l'œuvre. On a essayé de décortiquer et de démonter aussi toute la logique de propriété intellectuelle, c'est-à-dire de dire on a besoin, nous, d'investir en recherche et développement, et c'est pour ça qu'on met en place de la propriété intellectuelle, pour sécuriser pendant un certain nombre d'années le monopole. Or, on s'est battu pour
qu'on ait des compétiteurs sur le marché. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour la Covid parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui sont présents. On verra après la question de l'efficacité des vaccins. Mais à l'époque, il y avait ce duopole entre Pfizer et GSK. Et toute l'idée, c'était de faire rentrer justement des compétiteurs. Et là, en l'occurrence, un compétiteur indien qui, on le savait, elle l'avait dit, allait fabriquer le même vaccin pour $2. Donc, quand on a un vaccin à $2, pour tous les pays à revenus intermédiaires, donc qui ne pouvaient pas s'offrir ce vaccin, là, aujourd'hui, finalement, ils sont en passe de pouvoir avoir accès à ce vaccin. Et donc ça, c'est une des plus grandes victoires de votre mobilisation, le fait que vous ayez pu avoir un nouvel acteur qui a pu faire baisser les prix de manière drastique. Ça, c'est une des victoires. Je pense qu'on en a eu deux parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a dû travailler sur un temps assez long. Et en fait, on a essayé d'avoir des objectifs par étapes. Et un des premiers, c'était d'avoir accès au prix, entre guillemets, pratiqué par Gavi. Donc, avoir accès en tant qu'organisation humanitaire à ce prix-là. Et donc, on a créé avec l'OMS et Save the Children, on a créé un mécanisme humanitaire qui nous permettait d'avoir accès à ce prix-là, à ces vaccins. Ça a été une étape. On a beaucoup dénoncé le mécanisme d'Advanced Market Commitment qui a été mis en place par Gavi, qui a fait la part belle à l'industrie. Donc ça, c'était quand même un autre travail qu'on a fait. Et on a dénoncé ce mécanisme-là en disant d'ailleurs qu'un des objectifs de ce mécanisme, c'était de faire rentrer des fabricants supplémentaires. Et donc ça, on a finalement réussi ça l'année dernière, en fin d'année dernière, après vraiment des années acharnées de travail. On ne le doit pas qu'à nous-mêmes, mais on était, je pense que le travail qu'a fait Médecins sans frontières y a largement contribué. Je crois qu'on a mobilisé les pays, donc ça c'était qui se sont prononcés et qui, pour la première fois, se sont tenus debout face à ces grands pouvoirs-là aussi pour dire qu'ils étaient quand même d'accord avec cette problématique de prix. Et on a fait aussi tout un travail, je crois, sur la transparence qui a été lui aussi relativement important pour mieux comprendre justement les logiques de l'industrie pharmaceutique dans la fixation des prix. Et enfin, un dernier travail pour commencer à mettre à jour ces problématiques de propriété intellectuelle sur les vaccins. Et c'est un sujet qui est assez important. Il y a beaucoup de brevets sur les vaccins. Et donc, on a commencé à mettre un peu à mettre ça en évidence. J'aimerais te poser une dernière question. Depuis le début là, du webinaire, on parle beaucoup des enjeux autour des droits de propriété intellectuelle, des brevets. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez succincte, synthétisée, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi c'est un problème? Parce que Stéphanie en parlait sur les mouvements de lutte contre le sida. Julien en a parlé aussi au début, là, dans le contexte actuel contre le Covid. Pourquoi c'est un problème quand on parle des questions d'accès aux médicaments, les enjeux de propriété intellectuelle? Ouais. Alors, en fonction des produits de santé, ils sont d'ordre différent. Ça, c'est quand même le premier point que je voudrais signaler. En fait, ce qui se passe, c'est que les brevets empêchent les pays simplement de produire une copie de ces produits-là. Alors, pour les vaccins, il y a une logique dans la propriété intellectuelle et il y a plusieurs brevets sur les vaccins. Là, dans le cadre en particulier de la lutte contre la Covid, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte, parce qu'il est très différent, je pense, de celui du PCV, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de capacité de production dans différentes géographies. Il se trouve que de nombreux pays à revenus intermédiaires, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie et d'autres, ont ces capacités de production de vaccins. Ils ont une industrie pharmaceutique et ils ont une industrie qui permet aussi de fabriquer ces vaccins. Ce qui serait intéressant, compte tenu des volumes d'argent public qui ont été mis à disposition de l'industrie pour la recherche et le développement de ces vaccins, c'est qu'il y ait un partage et de la technologie et du savoir-faire. D'accord ? Et donc, de fait, de lever la barrière de la propriété intellectuelle pour permettre en fait à de multiples pays ou à divers pays de pouvoir produire ces produits de santé, et là, en l'occurrence, ces vaccins. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les pays sont en train l'industrie pharmaceutique, à leur
quand bien même elle a reçu autant d'argent du secteur des gouvernements, donc de l'argent public, donc le nôtre en tant que citoyen, se refuse à faire ce partage-là et veut garder le contrôle et sur la production et le savoir-faire et sur la fixation des prix. Or là, ce qu'on voit, c'est que du coup, on se retrouve dans une situation où on paye 2 fois. On paye à l'entrée, puisque au démarrage, on met beaucoup d'argent public pour la recherche, le développement et les achats à risque, comme l'a dit Julia, et on va payer à la sortie avec des prix élevés. Là, on voit bien qu'on est dans une logique, en particulier dans une situation de pandémie, qui dépasse totalement l'entendement. Et donc, je pense que le travail aujourd'hui qui est en train d'être fait par Oxfam, par Médecins sans frontières, beaucoup sur les questions de propriété intellectuelle, c'est d'ailleurs d'essayer de dire aujourd'hui ce qu'on a besoin. D'ailleurs, il y a une initiative portée par l'Inde et l'Afrique du Sud qui consiste à dire, nous, on demande une levée de ces restrictions de propriété intellectuelle sur les produits de santé pour pouvoir les produire dans nos pays et dans nos géographies. Et ça, c'est vraiment important parce que si on se replace au début de la crise, le fait est que les pays n'avaient accès à rien. Je rappelle quand même, et on s'en rappelle tous, on s'est fait voler des masques sur les tarmacs d'aéroports. Les pays ont fermé leurs frontières pour garder leurs antibiotiques, etc. Et donc, de nombreux pays n'ont pas eu accès, ne serait-ce qu'à des produits de santé existants de base pour pouvoir s'occuper de leur population. Ils ont dû donc modifier leur propre appareil industriel, d'ailleurs, pour essayer d'y répondre. Donc aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est que cette levée-là, compte tenu des flux financiers publics colossaux, permette en fait à chacun des pays de pouvoir développer et produire ces produits-là pour pouvoir répondre à la crise tout simplement. Et je pense que la configuration de l'épidémie et la volumétrie financière qui a été mise sur la table par les États devrait nous permettre d'aller dans cette direction. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une faiblesse des États aujourd'hui pour mettre des conditions et pour pousser, pour imposer en fait des conditions aux industriels. Et on se demande vraiment qui contrôle qui dans cette histoire-là. Et on va y venir. Tu me donnes la transition parfaite justement pour passer à aujourd'hui. On a eu deux exemples extrêmement intéressants, enrichissants sur comment des combats ont été menés, comment des mobilisations citoyennes ont été organisées. Effectivement, aujourd'hui, on a des problématiques similaires, mais aussi différentes qui se posent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour justement organiser d'une certaine manière le combat aujourd'hui pour avoir une vraie justice sur les futurs vaccins. Julia, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous parler rapidement d'une première initiative qui s'est mise en place en septembre au niveau international entre différents acteurs, ONG, mais aussi des mouvements SIDA et aussi des agences de l'ONU, qui s'appelle la People's Vaccine Alliance. Et après, Julie, depuis la Belgique, j'aimerais que tu nous racontes un peu une initiative qui va être lancée à la fin du mois et qui devrait avoir beaucoup d'écho dans beaucoup de pays, et on espère notamment en France. Julia. Déjà, je voulais dire merci à Stéphanie et à Nathalie pour leur présentation parce que c'est ultra riche d'enseignements et en fait, on voit très bien que toutes ces questions-là, en fait, elles sont symptomatiques d'une industrie pharmaceutique qui est certes nécessaire, mais qui en fait est pervertie par cette logique du profit en fait, et que c'est tout ça qu'il faut remettre en question en fait. Donc, merci pour vos présentations. Très riche pour moi aussi. Et donc, pour présenter un peu ce qui se passe dans le cadre de la People's Vaccine Alliance, donc en gros, la People's Vaccine Alliance, c'est une coalition d'organisations militant en faveur de la défense des droits humains, en faveur de la justice sociale, et qui sont aussi, pour certaines, spécialistes en santé publique, notamment dans la lutte contre le sida. Donc, on voit bien l'interconnexion en fait, des luttes, et c'est intéressant de voir ça. Donc, dans cette alliance, il y a Amnesty International notamment, il y a aussi ONU-SIDA et il y a également Oxfam, donc parmi d'autres organisations, donc justement beaucoup d'organisations de lutte contre le sida.
Et en fait, les demandes principales de cette alliance, elles s'articulent justement sur tout ce dont on a pu parler là jusqu'à présent, c'est-à-dire le fait que le vaccin contre la COVID-19 doit être accessible à tous et à toutes, et surtout aux populations qui en ont le plus besoin, donc en priorité, que ce vaccin soit sûr et soit à un prix qui soit transparent, c'est-à-dire qu'on puisse savoir de quelle manière le prix est fixé et qui, en fait, permettent un accès pour tous et pour toutes, et surtout voilà, de mettre entre parenthèses en fait, ces monopoles qu'exercent les pharma de manière complètement injuste et injustifiée et qui contrevient aux enjeux de santé publique. Et dans ce cadre-là, il y a une lettre qui a été en fait signée par des survivants et survivantes du Covid de par le monde, mais également par des proches de personnes qui ont perdu des personnes des suites de la maladie, qui en fait ont envoyé au mois de septembre une lettre ouverte aux dirigeants des principaux laboratoires pharmaceutiques qui sont engagés dans le développement des vaccins. Donc en France, notamment, la lettre elle a été envoyée au PDG de Sanofi, donc Paul Hudson, qui est le PDG international de Sanofi. Et donc cette lettre, signée par plus de 1000 personnes dans 37 pays, elle caractérise ce pouvoir citoyen et le fait de dire aux pharma qu'ils ont un devoir de redevabilité et de transparence vis-à-vis des citoyens et des citoyennes, parce que c'est leur argent qui va au financement des vaccins, et c'est aussi leur santé publique qui sont en jeu, c'est la santé publique de tout le monde qui est en jeu, et que du coup, ils ont le devoir en fait, d'être redevables et d'être transparents vis-à-vis des citoyens et des citoyennes. Voilà. Donc là, ça fait notamment écho à ce que nous expliquait Stéphanie de mouvements SIDA qui se sont mis en place autour des concernés et qui essaient justement de donner une visibilité et un espace de parole et mobilisation aux personnes qui sont les premières affectées par cette maladie. Exactement. Julie, à la fin du mois, plusieurs organisations vont lancer une initiative citoyenne européenne. Explique-nous un peu ce que c'est et qu'est-ce que cette initiative citoyenne européenne va demander et comment ça va se dérouler. Ok, merci Robin et merci à tout le monde d'être là et de nous suivre. Je vous parle depuis la Belgique. C'est très chouette, c'est un peu l'avantage des conférences en ligne qu'on fait tout le temps maintenant de pouvoir faire ça. Alors, je coordonne l'initiative citoyenne européenne qui s'appelle Right to Cure jusqu'à maintenant. Et celui-là, l'initiative citoyenne européenne est un outil peu officiellement installé par la Commission européenne pour demander une réponse ou une action directe de leur part. Alors, c'est un peu une manière de faire une campagne qui mène à une action directe de la Commission européenne. L'enjeu est que quand tu commences une initiative citoyenne européenne, tu as 12 mois, 1 an, pour collecter 1 million de signatures partout en Europe. Ce qui n'est pas le moindre enjeu, c'est assez beaucoup. Mais nous, et avec nous, je veux dire un groupe de médecins et des experts de santé publique de 8 pays européens, avons pris l'initiative d'introduire cette initiative citoyenne européenne justement sur les thématiques dont nous sommes en train de parler toute la soirée. Nous voulons veiller que tous les brevets ou toutes les propriétés intellectuelles privées n'ont pas d'impact sur l'accessibilité des futurs vaccins, traitements ou technologies contre le COVID-19, ni en Europe, ni partout dans le monde. Alors, si ou dès que nous avons collecté 1 million de signatures, la Commission européenne doit répondre à ces questions. Et pourquoi c'est important de mener ce combat au niveau européen aujourd'hui, quand on parle de la question des vaccins contre la Covid? Donc, pourquoi une pétition à l'échelle continentale? Je pense que les intervenantes avant moi l'ont bien expliqué que c'est un enjeu mondial et qu'on doit se battre pour atteindre
ce résultat partout dans le monde. Mais ici, c'est clair que l'Union européenne et la Commission, d'abord, a une grande responsabilité là-dedans. L'Union européenne a déjà pris l'initiative de récolter des fonds publics, de presque 10 milliards d'euros, pour investir dans la recherche et le développement des vaccins et des traitements contre le COVID-19. Alors, il y a déjà un grand engagement de la part de la Commission pour trouver ces vaccins. Les fonds sont donnés aux des centres de recherche et des entreprises pharmaceutiques pour, dans le plus vite possible, trouver ce vaccin. Mais le problème jusqu'à maintenant est que d'un côté, on n'a pas accès à les contrats ou les négociations qui ont mené la Commission. Alors, on ne sait pas, comme c'est déjà expliqué, ce qui a été décidé par rapport à le coût du vaccin, le prix et aussi l'efficacité, la qualité qu'on veut de ce vaccin. Aussi, la distribution égale en Europe, qui va recevoir le vaccin, combien de doses, pour quel prix, qui va le payer, etc. Alors, d'autre part, la Commission européenne a un vrai pouvoir financier, comme nous savons, mais aussi un pouvoir politique. La voix de l'Union européenne diplomatiquement est très importante dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale de la commerce, pour exactement défendre que les entreprises pharmaceutiques faire tomber les brevets et mettre toute la connaissance, tous les résultats scientifiques qu'ils ont déjà retrouvés dans ce pool collectif ou dans la collectivité pour que les autres pays, les autres entreprises peuvent aussi commencer à développer ce vaccin. Alors là... Vas-y, pardon, termine, Julie. Non, je voulais confirmer que là, c'est le rôle ou le pouvoir de la Commission européenne. D'un part, ils ont déjà donné les fonds publics aux entreprises pharmaceutiques, alors ils ont tout à fait le droit d'exiger qu'il y ait une transparence des résultats, que c'est mis dans la collectivité, que c'est un bien public commun, comme en fait a confirmé la présidente de la Commission européenne. Elle a dit le vaccin futur doit être un bien public universel. Et je pense qu'aussi votre président, Emmanuel Macron, a utilisé les mêmes paroles. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont mis aucune garantie de faire effectivement ce vaccin un bien public commun, de faire tomber les brevets et de mettre toute la connaissance ou de la transparence sur les résultats scientifiques pour qu'on puisse commencer à produire le vaccin le plus vite possible et pour le prix le plus bas possible partout dans le monde. Donc là, l'enjeu est clairement, on a besoin d'un rapport de force pour que les belles paroles de notre président ou de la présidente de la Commission européenne ne restent pas justement des belles paroles, mais se transforment concrètement en actes. Et donc, c'est le 30 novembre que l'initiative est lancée. On a 12 mois pour collecter 1 million de signatures. Dans combien de pays? Dans tous les pays de l'Union européenne? Tous les 27. Dans tous les 27. Mais il faut au moins 7 pays. Alors même, je suis sûre que c'est possible de récolter 1 million de signatures seulement en France. Mais même si ça, c'est le cas, notre initiative ne sera pas acceptée. On a besoin de signatures dans au moins 7 pays européens. Normal, c'est une pétition européenne. Donc, il faut qu'effectivement, il y ait une répartition géographique. N'hésitez pas, il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas à poser des questions pour nos panélistes pour les 5 dernières minutes. Mais effectivement, dire que l'enjeu, c'est de collecter ces signatures bien avant 12 mois parce que, comme vous le voyez, le sujet du vaccin va très vite. On a pratiquement des nouvelles qui tombent pratiquement tous les jours ces dernières semaines sur le dossier du vaccin. On commence déjà à parler de futures campagnes de vaccination dans certains pays. Donc l'enjeu, il est effectivement une mobilisation rapidement dans les prochaines semaines pour qu'il y ait du coup une vraie
un vrai rapport de force et que du coup la voix des citoyens et des citoyennes se fasse entendre. Et je voulais juste préciser il y a un sondage qui a été fait récemment qui est assez intéressant, qui montre aussi que la plupart des citoyens et des citoyennes sont peut-être bien plus ouverts que nos dirigeants à avoir une coopération au niveau, à l'échelle globale sur le vaccin, parce qu'il y a ce sondage, il y a une vraie prise de conscience en majorité des gens que la question du vaccin, c'est pas une question de le garder pour les plus riches, mais que c'est surtout le donner accès à ceux qui en ont besoin, et peu importe où ces gens sont situés. Et donc, je pense que ça va être important, effectivement, de montrer que les gens veulent effectivement de la justice sociale quand on parle de la question du vaccin. Et Oxfam France sera du combat avec bien d'autres acteurs en France à partir du 30 novembre. En tout cas, un grand merci, Julie, pour nous avoir fait cette présentation. On a Il y a une demande, en fait, il y a des gens qui demandent où est le lien. Je pense que ce serait pas mal de le partager si... Oui, si vous l'avez. Ouais. On n'a pas encore parce que du coup la pétition sera lancée à la fin du mois, mais on vous fera un message, je pense, après le webinaire, parce que je pense que vous avez dû laisser vos mails pour effectivement vous donner accès aux pétitions, etc., dès qu'elle sera en ligne, ou en tout cas, ça sera sur le site d'Oxfam France et d'autres acteurs français et européens dans les tout prochains jours. Donc, n'hésitez pas à venir consulter notre site le 30 novembre. Il y aura bien plus d'informations là-dessus. Il y avait une question notamment sur la question du coup des vaccins. Est-ce qu'on doit avoir pleinement confiance? Est-ce qu'il n'y a pas des craintes à avoir en fonction des composants qu'il peut avoir? Bref, la question de la transparence et la sécurité du vaccin. Nathalie, toi qui, du coup, pendant de nombreuses années a suivi ces enjeux-là, quelle est effectivement la réponse qu'on peut donner sur des citoyens et des citoyennes qui peuvent se poser des questions légitimes sur la sécurité de ces futurs vaccins? Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de vaccins qui utilisent des technologies différentes. Bien évidemment, avant qu'ils soient mis sur le marché, ils passent par les fourches codines des agences réglementaires, parce que ça, c'est le premier point, et les agences réglementaires donneront leur OK ou pas. Je rappelle d'ailleurs qu'il est tout à fait probable que l'Union européenne valide un peu plus tard en fait, les vaccins, parce qu'ils prennent toujours un peu plus de temps pour vérifier les données qui sont partagées par l'industrie pharmaceutique. Donc, quand il y aura un vaccin qui sera mis sur le marché, je pense que c'est important de se rendre, en tout cas de faire confiance aux autorités, aux autorités des agences réglementaires. Après, je crois qu'aujourd'hui, la question, et je peux comprendre que les gens se la posent, c'est qu'en fait, il y a un besoin aujourd'hui de clarté dans les vaccins, le type d'efficacité des vaccins. Je pense que ça, ce n'est pas assez bien partagé aujourd'hui. Est-ce qu'ils réduisent la maladie? Est-ce qu'ils préviennent la transmission? Et encore une fois, je crois que ça rejoint le point de transparence dont on parlait tout à l'heure, transparence sur les données, transparence sur les résultats. Et plus on augmentera la transparence, je pense que plus tout le monde sera au clair aussi sur les vaccins et leur utilisation. Voilà. Maintenant, honnêtement, je ne pense pas qu'il y a un État qui prendrait le risque de mettre sur le marché un produit qui poserait un problème de santé publique dans le futur. Donc, je pense que voilà, ça me semble être important en tout cas comme élément de réponse tout de suite. Et d'ailleurs, un peu en lien avec ça, on a une autre question qui est intéressante, parce que c'est vrai qu'on parle vaccin, mais qu'en est-il des traitements? Est-ce qu'il y a les mêmes investissements mis en termes de traitement pour la Covid-19 comme il y en a sur le vaccin? Et s'il n'y a pas la même mobilisation, pourquoi du coup la question des traitements n'est pas approchée de la même manière? Je ne sais pas si Nathalie ou d'autres voulaient répondre là-dessus.
je pense que le vaccin, il me semble, hein, je pourrais laisser répondre les autres. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu des recherches sur des traitements et il y en a, il y a des traitements qui étaient déjà sur le marché, hein, qui ont été testés. Il y en a qui ont montré leur efficacité, d'autres moins, d'autres pas du tout. Et donc, ça avance là-dessus. Et je pense qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent un petit peu tous les jours aussi. C'est vrai qu'on en parle moins parce que le vaccin, ça a un portage politique extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est un peu la magic bullet, comme on dit, qui rassure aussi les politiques. On va faire une injection et voilà, d'un seul coup, tout va s'arrêter. Donc, ce qui est pas vrai d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a une portée politique, je pense, qui est vraiment différente par rapport que celle des traitements. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, les investissements, en tout cas sur la question des vaccins, a été beaucoup plus massive et colossale, y compris en termes de recherche, que sur les autres outils, y compris d'ailleurs les outils diagnostiques. Hein. Et une question pour toi, Julien. On nous fait remarquer, il y a eu aussi beaucoup de financements publics qui ont été mobilisés pour aussi aider les pays du Sud, les pays à faible et moyen revenu, à pouvoir avoir accès aux traitements, aux vaccins, etc. Est-ce qu'on a un chiffre déjà sur la mobilisation d'argent public par les pays les plus riches pour aider les pays les plus pauvres en termes de solidarité internationale face à la pandémie, et est-ce que c'est suffisant, et si ce n'est pas suffisant, pourquoi ce n'est pas suffisant, et pourquoi éventuellement ça ne remplace pas la question d'une coopération plus large sur la question d'accès au vaccin. Pardon, j'étais encore en mute. Oui, alors effectivement, je vois dans le chat aussi, il y a une question qu'on peut y répondre qui est liée sur la Commission européenne et le fait qu'elle se soit engagée à hauteur de 500 millions, ce qui est vrai. Du coup, il y a du coup cette plateforme ACTA dont vous parliez tout à l'heure, qui du coup est cette plateforme multilatérale qui répond, qui a pour but d'organiser la réponse et les financements, notamment pour les 3 piliers que sont les vaccins, les traitements et les diagnostics. Donc, il y a ce pilier vaccin qui est COVAX, dont parlait tout à l'heure Nathalie. Ces 3 piliers ont des besoins de financement qui, pour le moment, ne sont pas couverts dans des dimensions suffisantes. Il y a encore des besoins qui sont chiffrés à hauteur de 5 milliards d'ici la fin de l'année. Sous ton contrôle, Nathalie, si je me trompe, n'hésite pas à me corriger. Et en fait, et des besoins additionnels en fait pour l'année prochaine jusqu'à fin 2021 qui seraient de l'ordre de plus de 20 milliards de dollars, pardon. Donc en fait, il y a pas mal de ressources qui a été mis sur la table d'ores et déjà, mais c'est insuffisant au regard des besoins. Et aussi, surtout, nous, ce sur quoi on veut mettre l'accent, c'est que malgré l'argent qui pourrait être mis sur la table, en l'absence de lever les barrières, notamment en termes de propriété intellectuelle, de transfert de technologie, on n'arrivera pas à avoir des capacités de production suffisantes. Très bien. Et dernière question pour clore ce webinaire, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Il y a Ali qui nous demande: le fait que les carnets de commandes de Pfizer soient déjà garnis par la France et l'Union européenne ne cache-t-il pas une complicité au détriment des futures négociations? Qui veut y répondre? Nathalie. Non, vas-y, Julia, je t'en prie, si tu veux. Tu me compléteras. Effectivement, en fait, il semblerait, là, je vérifie le chiffre, j'ai un petit peu triché, mais il semblerait qu'en fait, au vu des capacités de production de Pfizer et de la production qu'elle a annoncée jusqu'en 2021, il y aurait déjà 80% en fait des doses qui seraient réservées par les États riches, donc Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis, Japon et Japon. En fait, 80% des doses initiales, en fait, du vaccin Pfizer sont déjà réservés. Donc oui, forcément, ça biaise les négociations actuelles qui sont menées plus dans un cadre multilatéral pour l'accès aux pays à faible et à revenus intermédiaires. Et c'est tout l'enjeu qu'on a essayé de vous exposer ce soir, c'est-à-dire que qu'en l'état actuel des capacités de production, les pays à revenus faibles et intermédiaires ne pourront pas avoir accès au vaccin. Très bien. Un grand merci, mesdames, pour cette heure passée avec vous. Ce fut extrêmement instructif, extrêmement intéressant de pouvoir
fait un retour en arrière sur des combats historiques contre le sida, sur la pneumonie, des campagnes qui ont été menées par des organisations comme MSF, des mouvements citoyens, des mouvements de victimes du sida un peu partout dans le monde, et quelles leçons on peut en tirer pour un combat qui est plus que d'actualité, et sur lequel Oxfam est mobilisé et va continuer à se mobiliser avec beaucoup d'autres. Et pas qu'en France, c'est un combat à l'échelle européenne, c'est un combat à l'échelle planétaire. On aura l'occasion de pouvoir, j'espère dans les prochaines semaines et les prochains mois, vous donner plus d'éléments et d'informations sur où est-ce qu'on en est, comment les choses avancent, parce que comme je l'ai répété, c'est un dossier qui est très mouvant, qui change extrêmement vite. Mais du coup, en tant que citoyen et citoyenne, c'est effectivement important qu'on s'approprier cet enjeu parce que c'est aussi une question de nos droits et de notre dignité et de penser qu'effectivement face à un virus qui nous touche tous et toutes à l'échelle planétaire, qu'il y ait de la justice dans l'accès à ces futurs vaccins. Encore merci. Si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas, mesdames. En tout cas, on espère pouvoir vous retrouver très vite. Merci à tout le monde pour votre présence ce soir et merci beaucoup aux intervenantes également. Et bon, j'étais très contente d'échanger sur ce sujet-là qui structure un petit peu mes journées depuis quelques mois maintenant. Mais allez tous et toutes signer l'initiative citoyenne européenne quand elle sera sortie et la partager à fond. Voilà. Exactement. Et Julie vous a mis dans la conversation le lien vers la page officielle de l'initiative citoyenne européenne sur le site de la Commission européenne pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Voilà. Merci à vous tous. Bonne soirée et bon dîner si vous allez manger. Au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir. À tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir.